bonjour à tous et à toutes. J'en profite en premier pour malheureusement excuser Eric Bold des Tissages de Charlieu qui devait également participer avec nous à cette table ronde sur l'industrie textile et la fast fashion locale. Malheureusement, Eric a eu un décès très proche ce week-end et donc est par définition tout excusé et on pense très fort à lui dans ces moments. Néanmoins, donc, l'objectif de cette table ronde, c'est aussi de rappeler que l'industrie de la mode, l'industrie de l'habillement s'appuie quand même et s'appuie de manière indiscutable sur une industrie amont qui est celle de l'industrie textile. Sans textile, sans fabrication d'un tissu, qu'il soit tissé, tricoté, vous n'avez pas de confection, vous n'avez pas de mode, et donc à la fin, vous n'avez pas d'habillement. Aujourd'hui, on l'oublie souvent, l'industrie textile a une longue chaîne de valeur. Je dirais de la matière première, qu'elle soit coton, polyester ou autre fibre, jusqu'au tissu livré à un confectionneur pour être assemblé et pour pouvoir réaliser un vêtement, vous avez tout un certain nombre d'étapes industrielles nécessaires pour cette réalisation. Ces étapes, très rapidement, et on va retrouver bien évidemment la fabrication d'un fil, ce qu'on va appeler un filateur. On va également pouvoir ennoblir soit ce fil ou ce tissu, le premier ennoblissement étant effectivement par une fonction de teinture. Ensuite, ces fils vont être assemblés entre eux, soit par un tissage, soit par un tricotage, pour effectivement arriver à une étoffe. Et cette étoffe, effectivement, c'est celle qui va, avec d'autres, servir pour la confection d'un vêtement. Ces étapes, elles sont industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles doivent s'appuyer sur des entreprises, et elles s'appuient sur des entreprises qui, effectivement, ont une intensité capitalistique forte, puisque derrière, il y a des investissements, il y a des machines. Derrière les machines, il y a aussi des hommes. Et aujourd'hui, on a la chance encore en France, d'avoir une industrie textile vigoureuse, une industrie textile qui a su rebondir. Et on a trois grands exemples dans cette table ronde avec la Manufacture française du textile, avec Tissage de Charlieu et avec UTT. Et la première question que je vais vous poser, donc, c'est pour vous finalement, qu'est-ce que ça signifie circuit court? Qu'est-ce que ça signifie fabrication textile en local? Et comment vous avez pu organiser vos outils industriels pour répondre à cette demande? Et déjà, ou aussi, est-ce que vous voyez cette demande émerger? Donc, je vais passer la parole en premier à monsieur Marchand, qui est le président d'UTT, qui va rappeler aussi rapidement ce qu'est son entreprise, ses capacités, avant effectivement de répondre à cette question. Grégory, tu as la parole et je pense qu'il y a un PowerPoint disponible à présenter. Ok, merci. Donc, je me présente, je m'appelle Grégory Marchand, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, de formation ingénieur textile et j'ai rejoint, après mes études, l'entreprise familiale où nous sommes la 7e génération. Je travaille avec Denis Marchand, qui est mon cousin germain. Et donc, nous travaillons dans différents types de métiers, mais on va dire le métier le plus ancien reste la partie textile et aujourd'hui, donc, filature et teinturerie. Donc, la société UTT, où je vais vous faire une petite présentation. Là, donc, si je peux prendre passer mon document, donc si je peux y aller. Donc, UTT, Union Textile Tourcoing, on est basé dans le Nord. Donc aujourd'hui, nous avons 3 sites de production. Un site sur Tourcoing, sur lequel on retrouve de la filature et de la teinturerie. Un site sur Trélon, ça se trouve dans les Hauts-de-France, dans le département du Nord, où nous avons une filature et nous avons ouvert dans les années 1997,
en Europe centrale, à Timișoara, parce qu'à ce moment-là, on trouvait que nos quantités augmentaient et que l'on souhaitait en fait ouvrir des sites de production proches de là où la distribution allait. Et à cette époque, la distribution partait sur l'Europe centrale et elle partait sur l'Amérique du Sud. Et comme on trouvait que c'était plus simple d'aller sur, on va dire, ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, c'est comme ça qu'on a ouvert 2 usines à Timișoara. Aujourd'hui, on a tout regroupé sur un seul site. Alors, aujourd'hui, et depuis très longtemps, en fait, on travaille de manière extrêmement liée avec les retailers ou les marques. Ça veut dire que sans arrêt, on est en lien avec eux par des rencontres, par des visites. Même, on va dire, notre usine sert de lieu de formation souvent pour des marques ou des retailers. On leur permet de travailler dans nos salles de collection avec nous s'ils le souhaitent ou juste entre eux pour vraiment créer du lien, être au fait de la mode. Il ne faut pas oublier que cette mode qui évolue tout le temps, elle peut évoluer sur les types de fils qui vont être utilisés, donc au niveau des grosseurs, au niveau des couleurs, bien sûr, mais au niveau des types de jauges. Et donc, sans arrêt, les donneurs d'ordre ont besoin d'avoir de l'information sur où peut-on trouver ce type de jauge aujourd'hui, parce qu'on part dans de la grosse jauge ou bien dans de la jauge plus fine. Et donc, on va dire, on a énormément d'échanges avec les gens qui ne sont pas directement nos clients, mais qui sont les clients de nos clients. Nous travaillons donc bien sûr avec les tricoteurs, avec les tisseurs. Tu parlais d'Eric, qui normalement aurait dû être là. Eric est un de nos clients sur le tissage déjà depuis longtemps, et on met énormément de choses en place avec lui. Ça veut dire qu'on a beaucoup de réunions sur des développements de produits, aujourd'hui actuellement sur les produits recyclés, mais ça peut être sur tous les sujets. Donc quelques chiffres, nos filatures, donc on est filateur dans les 2 usines dont j'ai parlé. Aujourd'hui, on va travailler sur des écrus, et ces écrus vont être teints dans notre usine qui est ici sur Tourcoing. En fait, aujourd'hui, on a des gammes de couleurs, mais la grande majorité de nos commandes sont faites dans les couleurs voulues et travaillées avec les clients. Voilà. Donc, on a beaucoup de petits lots, et pour réussir à faire ces petits lots, en fait, on a énormément d'automatisme. C'est ce que je développerai après. Les fils que l'on va fabriquer vont être des fils de laine, de coton, de lin. Bien sûr, on travaille aussi ces matières avec des normes bio dans certains cas. On travaille les mélanges, on travaille des 100% acryliques, mais aussi des mélanges en polyester, des polyesters recyclés, des polyesters qu'on peut appeler vierges. On travaille des polyamides, des aramides et toutes sortes d'autres fibres en lien avec les demandes de nos clients, ou dans certains cas sur des produits très spécifiques pour eux. Donc, voilà, photo nous sommes des teinturiers, vous voyez, sur bobine, en package dyeing, et la photo que vous voyez en dessous, c'est sur le site de Trélon, dans le sud du département. Alors, un peu à ta réponse, Stéphane, je pense que donc c'est clair, c'est une réactivité. Bien sûr, il faut qu'on fasse des produits de qualité. On aurait pu mettre aussi, il faut arriver au prix, parce que le prix, c'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, on a des productions locales, et c'est ce que je vous explique aussi bien pour ce qu'on va fabriquer ici sur nos usines françaises ou sur l'usine de Roumanie, puisque l'usine de Roumanie livre énormément vers la Pologne, vers l'Ukraine, vers la Hongrie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que grand nombre d'usines dans le monde travailleront localement. Bien sûr, après, il y a les réseaux. Les réseaux sont de plus en plus importants. On travaille avec les gens qu'on connaît, avec les gens qu'on respecte. Voilà, donc, je pense que le réseau est très important, parce que c'est bien beau de travailler avec les gens, mais si à la sortie, le client ne nous paie pas, ou le client de notre client ne le paie pas, et ben, le système est cassé, et donc le réseau est important. Et après, on a une certaine expérience,
puisque aujourd'hui, on est la 7e génération et voilà, on espère que ce métier continuera à évoluer, à se transformer et continuer à faire du service, bien sûr, en répondant au sens que demande la clientèle. Justement, ce sens. En fait, on se rend compte qu'il y a quelques années, les gens voulaient acheter des produits, avoir dans leur armoire 3 pulls, jouer sur la couleur et juste avoir un pull qui correspond à la mode qu'ils voulaient porter au moment. Peut-être qu'à la fin de la saison, il y avait un pull qui n'était jamais sorti et qui terminait, voire à la poubelle. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très différent où les gens veulent remettre du sens. Ils ont besoin de savoir sur les process, sur l'origine des matières, et vraiment, ils veulent avoir une information qui fait quoi, et y a-t-il c'est qui les équipes dans votre entreprise? Quand on regarde sur les réseaux, pour Noël, on a mis une grande photo avec les gens de l'entreprise qui souhaitaient Joyeux Noël. Le nombre de clics de gens qui nous ont répondu, c'est juste fou. Ça veut dire que les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe derrière les murs de nos usines, qui sont les humains qui sont là et qui font le produit. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et dans nos industries où on n'était pas forcément habitué à ce genre de partage, et bien aujourd'hui, il faut s'ouvrir sur quelque chose de nouveau parce que c'est ce que veulent les clients et c'est ce que veulent aussi nos clients, donc les retailers et les marques. Pour réussir à faire ce métier, on a besoin de beaucoup et d'énormément d'innovation. Chez nous, nous avons des robots partout. Et quand des gens me disent « Ah, mais t'es filateur teinturier, ça existe encore ce métier-là ?» Je dis « Oui, ça existe encore. Si tu veux toucher, tu peux me toucher, je suis là. » Et après, ils me disent « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» Et je pense que les robots, aujourd'hui l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille et nos équipes dans l'usine travaillent aussi, tous ces éléments-là sont extrêmement importants. On travaille donc avec des équipes, comme vous voyez, on a une quinzaine d'ingénieurs qui s'occupent de la production, mais aussi du développement des machines et des fils que l'on va faire. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement nécessaire pour répondre à cette transformation de ces métiers. Si on achetait aujourd'hui les machines qui sont vendues essentiellement en Asie, eh bien, on ne pourrait pas faire notre métier. Toutes nos machines sont totalement transformées. Voilà, on a vraiment du matériel spécifique à nous. Alors, entre autres, bien sûr, ça c'est un sujet où on est aussi extrêmement innovant, mais vous savez, quand on est teinturier, on utilise des très grosses quantités d'eau pour teindre les différentes matières. Et aujourd'hui, on a mis en place une station d'épuration qui nous permet d'avoir 0 rejet et de réutiliser l'eau que l'on va retraiter et qu'on réutilise. On ne la traite pas pour la rejeter, on la traite pour la réutiliser. En plus, on essaye de récupérer un maximum d'eau de pluie, puisqu'on a des bâtiments assez importants. On récupère aussi l'eau de pluie et aussi on a un forage. Mais aujourd'hui, on a pris cette décision-là il y a quelques années, donc on tourne en milieu fermé, même si on reprend de l'eau au forage et qu'on récupère l'eau de pluie. Et ces systèmes-là, pour faire notre type de métier dans différents types de produits, comme la laine, le coton, les acryliques, etc., très peu d'industriels dans le monde l'utilisent. Et c'est clair qu'on a 2 ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là tout le temps. Et donc, pour faire tourner la centrale, mais surtout pour l'améliorer. Parce que je ne vous cache pas que c'est quand même très énergivore. Mais ce sont des systèmes qui fonctionnent et sur lesquels on doit continuer à travailler. Nous avons mis en place, avec nos équipes, une démarche et une marque qui s'appelle Kesa, pour répondre aux demandes de nos clients. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur des fils qui sont totalement éco-responsables, où on va travailler bien sûr des matières recyclées. On va retravailler à partir de jeans qui sont récupérés, sur lesquels on va, après tout le processus d'effilochage, de mélange, etc.,
récupérer de la matière pour repasser en filature, bien sûr avec des mélanges d'autres fibres, comme de la viscose, comme du polyester recyclé, et bien sûr ces fibres-là pour essayer de recréer des nouveaux produits. Et ces produits, en plus, nous les teignons. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire du tri pour refaire des coloris, etc., et pour travailler comme ça. Mais nous, en plus, on vient vraiment retravailler, refaire des gammes de couleurs. Bien sûr, on ne peut pas faire toutes les gammes, mais on arrive à faire quand même des gammes extrêmement, extrêmement importantes. Et voilà, et c'est des sujets où on a refait on travaille avec ces nouvelles qualités et on développe ces produits. On avait travaillé entre autres avec Kinsey tout au démarrage de la création de cette qualité. Aujourd'hui, la Gentle Factory a toute une collection qui est faite avec des fils comme ça, et c'est des éléments sur lesquels énormément de clients travaillent et qui sont beaucoup demandés par les gens qui passent des marchés, on ne va pas dire des marchés d'État, mais ça peut être des gens comme EDF ou d'autres qui vont passer des commandes à des tricoteurs français qui vont demander est-il possible d'avoir de la réutilisation de matière post-consumer. Donc voilà, c'est ces éléments-là sur lesquels nous travaillons aussi. Voilà, donc voilà mes coordonnées, on vous les remettra aussi s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent venir travailler sur notre site, qui veulent visiter, etc. Nous sommes extrêmement ouverts. Donc tout à l'heure, on entendait Benjamin de Momen, eh ben, voilà, des gens comme Benjamin, des sociétés, eh ben, on en a beaucoup qui viennent nous voir pour partager, pour développer, pour travailler sur des petites quantités au démarrage et pour se développer. Donc, voilà le but. On a vu effectivement que vous aviez une entreprise industrielle. De toute façon, le nombre de robots affichés à l'écran démontre ce caractère à la fois d'innovation de l'entreprise, mais aussi ce caractère d'industrie au sens technologique existant. La première question, lorsqu'on parle de mode local, qu'est-ce que ça exprime pour vous? Est-ce que vous la voyez dans vos demandes, dans vos clients? Et pour vous, le local, c'est quoi? Donc, alors, première chose, numéro 1, je veux bien que tu me tutoies. Donc, avec grand plaisir, Grégory. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait à peu près 75% de notre chiffre à l'export. Mais cet export, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, en fait, on va livrer à le Maroc, la Tunisie, la Roumanie, l'Irlande, les pays. On va livrer en Finlande, on va livrer en France, on va livrer en Allemagne, on va livrer en Belgique. Donc, on livre vraiment le marché européen. Et dans la grande majorité des cas, ce qui est plutôt sur la couronne limitrophe de ce que je viens de dire, ça revient sur le marché européen. Donc moi, j'appelle ça du local. C'est vraiment le produit fini sera vendu sur le marché européen essentiellement. Ça nous arrive parfois d'envoyer en Turquie aussi dans des fils très spécifiques qui ont été réalisés pour des clients et qui reviendront, même chose, sur le marché européen. Et nous livrons occasionnellement ailleurs dans le monde sur des produits vraiment très spécifiques. Donc le local, c'est le marché pour nous, européens, essentiellement. Oui, mais là, on est encore dans les circuits traditionnels de la fast fashion telle qu'on a pu la connaître dans ces dernières années. Mais en revanche, est-ce que vous commencez à voir émerger à la fois une demande de jeunes marques, comme on l'a vu juste donc, oui, totalement. Moi, les quantités aujourd'hui faites par ces jeunes marques, c'est clair que ce n'est pas les quantités qui nous permettent de faire tourner notre outil industriel tel qu'il est. Mais depuis maintenant 4-5 ans, dans les salons comme Première Vision, on a systématiquement 8 à 10 jeunes marques
de gens qui ont des projets, qui veulent arriver, créer leur marque, etc. Et donc, souvent, ces gens reviennent après nous rencontrer et travaillent sur des collections avec nous, avec justement toujours ce réseautage, de se mettre en contact avec d'autres, de trouver un tisseur ou un tricoteur pour avancer sur leurs produits. Ça, on l'a de plus en plus et c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. Et aujourd'hui, tu sens que l'industrie française, en tout cas l'industrie textile française, est en état et en capacité justement de répondre de manière rapide à ces demandes de nouvelles, de jeunes entreprises, de jeunes startups. Je pense que oui. La difficulté qu'ils ont, c'est de retrouver à quel endroit ils peuvent avoir de l'information sur toute cette industrie. Moi, je leur parle toujours, essayer de rentrer en contact avec les syndicats patronaux, l'UIT, l'UFIM, enfin toutes les structures qui existent, pour avoir des adresses, pour pouvoir justement faire ces réseaux et rencontrer d'autres industriels. Et bien sûr, après, moi, je leur donne un maximum mon réseau, mais ça reste que le mien. Mais la preuve, c'est quand vous voyez ce qui avait été fait pour les masques, c'est que l'industrie, elle est capable de le faire. En fait, le plus compliqué, c'est d'avoir des quantités. Si nos amis des marques et retailers se disent ah ben tiens, on s'engage à donner une certaine quantité, je veux dire, notre industrie, elle peut totalement se structurer et face à… Les gens n'ont pas peur d'investir, les gens n'ont pas peur de mettre en place des nouveaux ateliers, de mettre en place des organisations. Ce qu'ils souhaitent voir, c'est des quantités qui leur soient affectées. Et là, c'est clair que dans notre monde aujourd'hui de court terme, on a bien vu que nos amis retailers, nos clients, enfin, les clients de nos clients, ils ont préféré favoriser leurs fournisseurs qui leur livrent 80% de leurs ventes que les Européens qui les aident ou les Français qui les aident sur des petites quantités de nouveaux développements et de nouveaux produits. Donc, si je comprends bien ton raisonnement, c'est de dire aujourd'hui que pour pouvoir effectivement accompagner ce développement d'une mode de proximité, notamment tirée par des jeunes startups ou des jeunes marques, voire des spin-offs de la distribution organisée, on a besoin d'une industrie textile française ou une industrie textile européenne qui soit puissante, qui soit en capacité de répondre. Mais pour que cette industrie existe, compte tenu de l'intensité capitalistique ou de l'intensité industrielle du volet textile de l'industrie, il y a besoin également que les gros volumes ou une partie des volumes soient également… Je veux dire, notre industrie française ou européenne, aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire tous les volumes. Mais si on lui donne 20%, ce serait déjà énorme. Ça serait énorme. Et même, je pense que pour 20%, je ne suis même pas sûr qu'elle soit capable. Mais si on leur dit, voilà, quand il y a des géants, des géants comme Inditex, comme enfin, d'autres grandes marques, s'ils disent, ils souhaitent en disant, allez, je passe X petit pourcentage, même que ce soit 5%, 2%, sur des marchés proches, ce que Inditex avait énormément fait sur le Portugal et sur l'Espagne. Il l'a fait aussi sur la France. Mais voilà, si les distributeurs, les retailers, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec beaucoup de ces nouvelles marques d'Internet qui jouent le jeu de dire allez, je mets des collections, soit par exemple le projet des laines françaises avec Tricolore, avec Pascal Gontran. Donc ça, c'est des sujets comme ça. Donc toutes ces quantités, ben voilà, c'est des nouvelles choses qui arrivent et qui permettent de faire travailler nos industries. Bonjour à tous, donc Olivier Maroal, je suis avec Simon Châtelain, donc président Manufacture Française de Textile et Textile des Dunes. Donc 3 sites de production comme sur la présentation que vous avez là à l'heure actuelle en ligne.
Donc, historiquement, manufacture française de textile, 2 ans d'existence. Là, je vais commencer par Textile des Lunes. Donc, Textile des Lunes, reprise septembre 2019. Donc, 7 tonnes de fil jour, fil plus orienté sur la partie tissage, avec des générations de machines Chessorer, donc Otokoro 8, et puis des essais à l'heure actuelle sur les nouvelles générations d'Airjet. Donc là, uniquement une grosse partie de filtre masse, donc à partir de fibres de couleur, où on vient faire différents standards. Donc là, je suis sur Textile des Lunes, donc uniquement filature. Donc la partie donc textile des Lunes, filature, donc 7 tonnes de fil jour. Fil couleur, fil destiné, on va dire en grande partie pour la partie tissage, je veux dire 80-20% pour la partie maille. Et après, donc, vous avez Manufacture française de textile, et donc là, Simon Châtelain est avec moi, donc sur la société récente, qui a un peu plus de 2 ans, où là, donc, filature open on, filature airjet, tricotage circulaire et teinture. Donc, tout ça, c'est un peu pour résumer, on va dire, Textile des Hauts-de-France, 3 sites de production, Caudry, Viely, Stenvord. On a mutualisé un peu les savoirs de chacun et puis des compétences sur les différents sites, parce que bon, voilà, les reprises des sociétés sont récentes. L'orientation, nous, on reste quand même des gros industriels de la vente de fils, donc pour le grand export. Donc, ça va être le Brésil, Mexique, la Pologne, enfin, différents pays, on va dire, hors Europe. Et derrière, on a notre partie donc tricotage, on travaille avec les centrales d'achat. Ça, on va dire que c'est des activités qu'on a conservées des anciennes sociétés qu'on a reprises. Mais l'orientation du projet, c'est pour ça qu'on est là autour aujourd'hui, de travailler. Je suis un grand... j'aime bien prôner le Made in France, le Made in Hauts-de-France, le savoir-faire local des gens qui sont dedans. Moi, historiquement, je suis l'industrie, donc ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie. J'ai le même discours dans la mécanique, chaudronnerie, machine spéciale, où tout à l'heure, on parlait de robotisation. Donc ça, c'est quelque chose que je connais très bien depuis très longtemps. Et j'ai voulu un peu aussi inculquer avec les gens, et notamment des jeunes ingénieurs comme Simon Châtelain, aussi il y a Charles, des gens qui viennent de l'industrie, qui sont hors du textile, pour, on va dire, mettre un peu en avant cette fabrication des Hauts-de-France, cette fabrication locale, parce que voilà, nous, on restera toujours des industriels, mais on a un besoin, si vous préférez, une nécessité, à un moment donné, de faire de la création. Donc derrière, on s'est lancé, Simon Châtelain, qui pourra parler 5 minutes après, il avait déjà développé des produits, des mélanges viscoses recyclés, laine, alors qu'il n'était pas du textile. Donc derrière, on est rentré dans des nouveaux, on va dire, dans des nouveaux processus où on a développé vraiment le coton recyclé. Vous avez tous entendu parler, je pense, avec le CETI, ils ont assez communiqué, c'est pas trop MFT ou Textile des Lunes qui a communiqué, vu que tous les articles, ils ont été liés. Donc ça, c'est des projets. Voilà, nous, derrière, on a besoin de cette proximité, on a besoin d'avoir aussi des petits clients, des gens qui font des collections capsules, des gens qui veulent un peu des mélanges, soit du recyclé, soit des mélanges, on va dire, éco, je vais appeler ça éco-énergétique, parce que compte tenu que Textile des Lunes fait du fil de couleur, on a réussi à créer des gammes de produits où on vient uniquement faire une finition basique avec un petit adouci, avec un tissu adouci. Et derrière, on évite tous les problèmes de la teinture, et on les connaît parce qu'on fait quand même, malgré tout, on fait beaucoup de teinture. Enfin, on fait beaucoup de teinture, on en fait un peu. Donc, on sait très bien, même si on a une station de retraitement, on sait très bien que c'est énergivore en termes d'eau, en termes d'énergie et compagnie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer cette partie, on va dire, d'éco-énergétique, d'éco-responsable, et puis on va dire de recycler. Et derrière, un peu la dernière, on va dire, nouveauté un peu dans toute cette avancée-là, c'est qu'on est en train de voir un peu pour créer des gammes, on va dire, d'avoir un stock service de telle sorte qu'un petit créateur qui veut faire une collection de capsules ou quelques, voilà, on va dire une mini collection puisse acheter et avoir des produits recyclés, c'est-à-dire livrables sous 48 heures. Je dirais la capacité industrielle, que ce soit celle de MFT à travers ces différents sites industriels, du TT également. Les deux entreprises, vous avez évoqué un sujet qui est le sujet du recyclage et du développement d'une offre de fil ou de tissu sur base effectivement de recycler. Est-ce que vous pensez que
ces nouveautés, ces initiatives participent à générer une nouvelle mode fast fashion locale? Est-ce que ça s'intègre dans les demandes actuelles du marché? Et comment vous voyez ces développements? Moi, derrière, pour l'instant, étant extérieur du textile, pour moi, pour l'instant, je pense que je peux parler, nous, on est producteurs, c'est une opportunité pour toutes nos centrales d'achat. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pour un peu se redorer le blason, se donner une belle image, de dire, voilà, on veut faire de l'éco-responsable, on veut faire du recyclé, parce que derrière, on sait qu'on a l'épée Damoclès qui arrive à la fin de l'année, où les décrets d'application ne sont pas sortis sur la loi anti-gaspi, parce qu'on sait que c'est les préoccupations de beaucoup de gros donneurs d'ordre, et on sent un vent de panique. Moi, pour l'instant, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, je n'ai pas beaucoup de recul dans le textile, c'est que tout le monde veut se servir un peu de cette image-là pour pouvoir, on va dire, se redorer le blason, donner une belle étiquette pour le consommateur final, alors qu'il y a très peu d'informations qui sont passées réellement sur les produits. Et quand on regarde bien la décomposition, et l'UTT, ils sont, enfin voilà, je ne vais pas leur expliquer, ils connaissent depuis longtemps. Quand on regarde la quote-part d'un tissu sur un t-shirt, elle est peanuts, elle est non significative sur le prix de vente final. Donc derrière, de travailler des produits recyclés, des produits éco-responsables, l'impact, si on fait réellement la répercussion sur le prix final, il n'est pas si significatif que ça, si vous préférez. Donc moi, c'est mon avis, c'est un avis comme ça. Et donc, je pense que nous, entreprises françaises, entreprises dans l'Europe, on est obligé de, même si on restera des industriels, on a ce devoir de donner aussi, nous, d'offrir des produits, c'est-à-dire sur la qualité, le délai, donner une origine comme quoi réellement on apporte un produit qui est made in France, qui est made d'une même région de France, parce que j'insiste aussi bien sur la région des Hauts-de-France que le made in France, et on a besoin de donner cette visibilité. Par contre, ce qui est en face, pour France européen, pour moi, hormis quelques-uns, c'est une étiquette qu'ils veulent se donner, ils veulent redorer leur blason, ils veulent se faire plaisir, et puis ils vont du rêve. Moi, je pense que d'abord, tu as le consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, le sens de ses textiles, de son achat est totalement différent. Donc, il y a vraiment une volonté de travailler, de regarder des fibres, de la récupération, etc. C'est clair qu'aujourd'hui, l'industrie n'est pas organisée. Ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui d'aller faire un fil à partir de matières recyclées que d'un fil à partir de matière vierge. Parce que la matière vierge, on a besoin d'une matière, on téléphone à notre fournisseur, on l'a tout de suite. La matière recyclée, les réseaux ne sont pas totalement en place. Il y avait beaucoup de matières qui partaient en Asie pour être travaillées là-bas. Aujourd'hui, en Europe, les réseaux se mettent en place. Mais on va dire, en France, tout le monde connaît le relais, qui est un réseau qui est très très fort sur le marché français. Sur les marchés européens, il y en a d'autres, puisque d'autres pays n'ont pas le relais, et entre autres les Hollandais, les Belges, les Allemands. Et donc, il y a des réseaux de remise en état de la matière qui se mettent en place. Ils sont en train de se mettre en place. Et donc, quand on arrive sur une matière qui est de la récupération et qui coûte plus cher, c'est très difficile d'aller expliquer ça au consommateur ou même à l'acheteur, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure que ça va se mettre en place, on arrivera à des coûts qui seront identiques, voire peut-être plus bas. Mais il faut inventer ces filières qui n'existent pas ou peu. Voilà. Donc, si je vous écoute tous les deux, un certain nombre de mots-clés, c'est-à-dire d'une part, effectivement, ce développement l'opportunité de développement de fils ou de tissus issus ou intégrant des matières recyclées, c'est un moyen de répondre à une demande du consommateur ou à une demande émergente des marques, même si elle n'est pas encore forcément structurée. Il se pose quand même la question de la répartition de la marge sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, si on accumule les coefficients traditionnels, un fil qui va coûter plus cher au départ fera un tissu qui coûtera plus cher et fera un vêtement qui va coûter plus cher. Donc se pose la question de cette répartition de la chaîne de valeur.
de repenser la chaîne de valeur et de repenser cette marge. Mais n'oublie pas que si ton produit est fabriqué peut-être plus juste à temps parce qu'on a travaillé sur des écrus et puis on l'éteint ensuite, etc., ça évite du stock, ça évite de vendre du solde à la fin. Et ça, les distributeurs, les retailers l'ont tous étudié dans tous les sens. Aujourd'hui, à une certaine époque, ils ne faisaient pas un coût complet. Maintenant, je pense que le coût dans sa totalité, puisqu'en plus, bientôt, cette fameuse loi qui ne permettra plus de rejeter ou les invendus, eh bien, tout le monde refait un calcul dans sa globalité. Et quand tu refais un calcul dans sa globalité, ben, tu t'aperçois que si tu évites les stocks, que tu arrives à fabriquer, peut-être acheter un peu plus cher ici, bien sûr sans les transports. Là, ici, on est dans le gros problème des containers. Tous ceux qui font venir des containers de l'autre bout du monde, que ce soit Asie ou ailleurs, savent que les marchés se sont totalement enflammés. Donc, D'accord. tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et quand c'est fabriqué pas très loin ici, ben, c'est plus simple, c'est différent. Par contre, il y a un mot que vous avez utilisé l'un et l'autre également, c'est traçabilité. La traçabilité produit, comment vous la voyez? Est-ce que justement, tout à l'heure, on parlait de nouvelles technologies, d'innovation, d'intelligence artificielle? Sur ce sujet, je regrette que Éric Boel ne soit pas là, puisque au niveau national, il travaille, même au niveau européen, puisque sur une démarche de la traçabilité produit, où on pourrait avoir des informations sur les produits pour dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent bah, ce produit est fabriqué en France parce qu'on l'a pensé en France. Mais nous deux ici, filateurs, et moi teinturier, ben, on sait bien qu'il y a différents stades. Il y a le stade de la confection, le stade avant tricotage ou tissage, le stade de la filature, de la teinturerie. Et donc, est-ce que tous ces stades-là sont faits ailleurs dans le monde ou sont faits ici autour? Et je pense que de plus en plus, ces informations sont des informations qui intéressent le consommateur. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens sont partisans pour donner ces éléments-là d'une manière ou d'une autre aux clients. Alors, on va peut-être laisser la parole maintenant à la salle. Ça, je reviens là. Vas-y, Olivier. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La seule chose qui arrive, c'est qu'avec cette anti-gaspi, à l'heure actuelle, et je ne citerai pas de nom parce que ça, c'est là-dessus que je m'intéresse. À l'heure actuelle, il y a des gros groupes qui payent à coût de, c'est par 100 millions d'euros, de l'enfouissement au Ghana, dans les pays d'Afrique, de vêtements de vendus. Donc derrière, quand on parle de recycler, par exemple, nous, la viscose recyclée, ça fait, Simon Châtelain qui est avec moi, c'est pas de maintenant qu'on l'a fait. Nous, on sait la tracer chez nous, vu que c'est la base de notre production. Historiquement, la filature, c'était sur la viscose. Donc nous, ce qu'on va appeler le VCP, notre viscose recyclée, on en vend, on a des marchés, il y a des gens qui sont intéressés parce que ça donne une étiquette, on va dire, écologique. Et c'est vrai, voilà, nous, ça reste quand même des gros volumes et on fait même de la viscose recyclée qui part sur du tissage. Donc voilà, pas spécialement en France ou en Europe, mais voilà, il y a déjà des gens qui portent un intérêt. Nous, ça reste quand même, je ne vais pas dire une production régulière, mais on travaille à partir sur des programmes de 5-6 tonnes sur la viscose recyclée. Donc ça reste quand même, et c'est là où on a fait certains produits avec des ajouts de laine qui naît, on va dire, de France, ou limitrophe de la France, pour faire des mélanges, on va dire viscose. Moi, j'ai juste une intervention. On parlait du coût de recyclage. Il faut prendre en compte quand même le coût global. C'est-à-dire que, oui, OK, à l'achat, il va coûter un peu plus cher. Par contre, derrière, en termes de pollution, le produit, dans son cycle de vie, va générer moins de pollution. D'une manière générale, c'est moins de CO2, moins de choses comme ça. Tout ça, la génération de la pollution, ça a un coût sur la santé, donc ça a un coût sur les systèmes médicaux, ça a un coût sur plein de choses qu'on ne prend pas en compte au moment de l'achat. Par contre, qu'on constate sur nos feuilles d'impôt chaque année, pour ceux qui ont la chance de payer les impôts, qu'on constate sur les taxes diverses qu'on se prend d'une manière générale sur la TVA, les choses comme ça. C'est à prendre en compte dans la mesure où le produit, tout à l'heure, Olivier Marol l'a souligné, sur un t-shirt, le prix de la matière première en question, ce n'est pas significatif comparé à la confection, aux marges du distributeur, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est prêt. Je pense que les distributeurs aussi sont prêts à réduire un petit peu leur marge
pour réduire un petit peu l'impact écologique et faire en sorte que tout le monde, d'une manière globale, paye moins sur les frais qu'on va mettre annexes entre 25 guillemets sur ce qui est de la pollution, sur ce qui est des coûts engendrés par tout le système industriel actuel. Qui veut dire raisonner Voilà, effectivement en coût complet et avoir une vision des externalités. Peut-être, on a quelques questions de la salle, donc questions rapides et vu le temps, réponse rapide. Une première question là qui s'adresse à UTT. Comment valorisez-vous les gains en eau sur le fil et sur la teinture? Et est-ce que ça permet d'avoir une communication sur le produit fini en termes d'ACV? Alors, oui, c'est clair qu'on essaye de communiquer un maximum, mais bon, on se retrouve quand même très souvent avec la première question. Ça fait quoi dans le prix? Est-ce que votre prix est moins cher, quoi? Et on explique que non, mais voilà, on a une communication qui n'est pas facile, mais on communique. Ça veut dire que le schéma que vous avez vu tout à l'heure est adressé à nos clients, est adressé aux clients de nos clients. Par contre, voilà, d'abord, ce système d'épuration n'existe à très peu d'endroits dans le monde, donc voilà, mais il n'y a personne qui vient spécifiquement chez nous parce qu'on a mis ça en place. Ok. Mais c'est clair que dans tous les calculs, on travaille notre bilan carbone, on l'a travaillé, c'est des éléments sur lesquels on travaille énormément en interne. Et ben, oui, ça joue. Alors, autre question pour tous les deux. Est-ce que vous travaillez des fils éco-responsables sans polyester? Exemple, coton bio 50% plus 50% de coton recyclé. Est-ce que vous avez des gammes dans ce type? Oui. Tout à fait là-dessus. Ça, c'est justement ce que j'avais le problème, le sujet que j'ai abordé tout à l'heure. On va faire des standards justement sur des mélanges coton recyclé, c'est-à-dire d'avoir des standards sur certaines mailles, de telle sorte à pouvoir répondre à une demande, parce que là on parle quand même de gens qui veulent créer immédiatement, soit des collections de capsules, et pour éviter d'arrêter, on va dire, les commandes un peu de saupoudrage. Tout à l'heure, j'ai vu dans le PowerPoint, l'UTT, l'histoire des minimums de production. Et nous, on a la même problématique. Ça même quand ça part en teinture. À un moment donné, on peut plus faire 50 kilos, on peut plus faire de 500 kilos. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que sur certaines gammes d'éco-responsables, de recycler, d'éco-énergétique, on va créer quelques gammes. On ne les passera pas spécialement teinture, mais de telle sorte à pouvoir répondre à des demandes de quelqu'un qui veut, 50 mètres, qui veut 100 mètres dans un mélange coton recyclé. Et chez nous, donc, les gammes de coton sont en 100% coton sont GOTS. Concernant les lins, ils sont utilisés essentiellement en mélange. Et c'est des lins d'origine française, oui. Mais sur laquelle aujourd'hui on n'a pas franchement travaillé sur les traçabilités. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a réellement mis en avant sur les lins. Alors effectivement, donc dernière question donc pour vous deux, et je vois d'ailleurs que la société Peignage du Mortier s'est également mêlée à la discussion dans le chat. On les remercie pour tout ce qu'ils font. Voilà. Fibre, on va parler, puisque on a parlé du coton, mais le coton, je dirais la production française de coton doit être extrêmement marginale, voire même ridicule en termes de quantité, hein, non pas en termes de… Voilà. En revanche, derrière, aujourd'hui, nous savons que nous avons un certain nombre de fibres naturelles ou animales françaises, le lin, le chanvre, la laine. Voilà. Aujourd'hui, ces fibres, vous les travaillez? Vous avez des projets, des développements, des idées? Et on va conclure sur ces échanges qui permettraient effectivement d'aller presque soit de la graine au produit fini, si on parle du lin ou du chanvre, ou de l'agneau jusqu'au produit fini, si on parle de la laine, sur de la mode locale et peut-être en fast fashion. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Grégory, Olivier, sur ces sujets.
Vas-y, Olivier. Alors, je vais prendre la Moi, je parole. vais laisser la parole à Simon Châtelain parce que là, on va dire qu'on est un peu pas le spécialiste du lin parce que sur Textile des Lunes, on a vu l'intervention des rentrées dans la conférence. Donc, Simon, c'était historiquement sa thèse. Donc, nous, on va vous parler de ce qu'on fait à nos petits niveaux sur le lin et sur la laine. Et je crois que c'est Annick Jeanne qui en a dernièrement, on va dire, avec qui on a fait des essais sur nos mélanges viscose laine recyclée Et là aussi. et lin. Alors, rapidement, je vais faire très court parce que c'est vraiment pour conclure. Le lin en France, je vais apprendre ça à personne, on est les premiers producteurs de lin. On l'utilise peu dans le textile pour plein de raisons, tout ça, ça part en Chine. Pour plein de raisons, on va faire très court. Nous, chez nous, on a des projets de développement, des projets qui sont aboutis, de développement de fils contenant du lin. Je dis pas du 100% lin, puisque là, il y a des gens qui font ça très bien et qui ont des machines dédiées, qui font ça depuis des générations et des générations. Nous, on a un process de filature fibre courte où on va carder nos fibres et on va les passer donc soit sur OpenEnd, soit sur Airjet. Alors l'OpenEnd, tout le monde connaît, tout le monde a vu, ça va faire peut-être 40 ans, 50 ans que ça existe et que c'est démocratisé. L'Airjet, c'est quand même quelque chose un peu plus récent, bien qu'il y ait eu Murata dans les années 90 qui ont développé des machines là-dessus. Chez Ritter, c'est un peu plus récent, c'est quand même une technologie de filature qui n'est pas encore maîtrisée à 100%, je le dis à chaque fois, qui donne des propriétés au fil assez intéressantes. Et justement, moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là dans les anciennes sociétés, de passer du lin en fait sur les airjets, donc à très haute vitesse, très haute productivité, faible impact énergétique, etc., etc. Des propriétés de boulochage qui sont très bons, donc ce qui est intéressant pour les mélanges à base de laine. Mais voilà, ça, des projets de R&D, on en a, des projets qui sont aboutis, des gammes qui existent, qu'on a du mal à mettre en avant parce que, évidemment, le sourcing de ces fibres-là, il est forcément français. Quand je dis forcément, c'est pas vrai, mais le choix a été fait de les prendre en France parce que acheter du lin français, c'est le premier producteur mondial, c'est là où on a une expérience, c'est là où le lin est de qualité, vraiment. La laine, c'est pareil, il y a des filières qui existent, des filières avec une traçabilité réelle, connue, démontrable et démontrée. Donc tout ça, on est prêt à faire tout ça, si vous voulez. Seulement aujourd'hui, on veut rester industriel, ça a été dit plein de fois, d'où l'intérêt des stocks-services pour pouvoir alimenter les petites demandes, parce que les centrales d'achat ou les gros donneurs d'ordre orientent très peu leur gamme là-dessus, ou alors ils vont chercher chez leurs fournisseurs habituels, qui sont bien souvent en Asie, pour plein de raisons. Bon, encore une fois, je ne suis pas en train de blâmer ça, c'est un constat. Et donc, nous, si on veut ramener ça en France, on ne pourra que passer par des stocks services dans un premier temps sur des petits volumes pour échantillonner, comme on est en train de le faire par exemple avec Fashion Green Hub dans le cadre d'un de leurs développements sur nos qualités en laine ou en lin. Merci Grégory. Donc aujourd'hui, on travaille des laines françaises et on travaille aujourd'hui aussi avec des partenaires sur des mises en place spécifiques avec des lins français. Voilà, donc messieurs, il me tient à vous remercier maintenant pour cette participation à table ronde. En section...